À force de présenter tous les jours le trésor. À force de chercher dans l'actu son bonheur. Michel, on attend qui, là? Non, là, on est ce qu'on voulait faire. Le petit matin, le jour se lève à peine. Il est déjà debout. Et on part au boulot. Bon, je mets pas mon masque, moi, d'accord? Ah ouais? Pour commencer, je dois dire que ce film ne sera pas objectif. Bon, moi, j'écoute RTL le matin, souvent. Un peu France Inter et un peu Europe 1. Je connais Jean-Pierre Pernaut depuis 30 ans et il y a entre nous une complicité qui se verra, sans doute. Ce matin, c'est l'attentat à Vienne qui est le seul événement de la nuit, en fait. Très agréable, mais ça ne fait pas mal. Vous pleurez juste un peu. Le médecin met alors le prélèvement dans une Les tests transgéniques, ça fait 15 jours qu'on en parle. Je sais pas pourquoi ça a traîné autant. Et regarde le confinement comme il est bien respecté. Mon Dieu. Il est 80 km/h, ici on s'en moque. Hein. On roule jamais à plus de 60. Dans un petit bouchon comme ça. 2 fils côte à côte, une dame à côté qui me reconnaît. Ah, c'est Jean-Pierre Pernaut. Donc je me retourne, je lui fais bonjour. Elle me regarde, boum, elle a tapé dans la voiture devant. Elle ne doit pas avoir gardé un bon souvenir de moi. Elle. Un phare dans la nuit. J'ai fait des centaines de reportages pour son journal. Bonjour messieurs, vous allez bien? Un peu de tout, un peu partout. Allez. Mais celui-ci est différent. Hop, la première place, pas de la porte. Le sujet, c'est lui. Un journaliste, né en 1950 à Amiens. Une vie de journaliste. 48 ans de carrière, dont 33 aux commandes du Trésor. C'est que c'est mon seul sport de la journée. Nous allons le suivre pendant une journée de travail pour raconter avec lui cette histoire. Alors là, il y a double Pernaut, hein. C'est ça. C'est Pernaut ou Jean-Pierre, là? C'est Jean-Pierre, pourquoi? C'est Jean-Pierre? Non, je sais pas. Bonjour madame. Alors, comment allez-vous? Ça va, merci. Bon courage. Bon souvenir. première séance. Ah, c'est quel beau souvenir. Ça rappelle le bruit des claps d'autrefois, quand on synchronisait l'image et le son. Ça, c'était tes premiers temps de reporter? Ouais, c'était vieux, ça. C'était, 72, 73. Ouais. Et on faisait comme ça, alors? Ouais, c'était ça, soit comme ça, soit avec les mains. Avec les mains. Donc avec toi, c'est une histoire de la télévision qu'on va pouvoir raconter. Mais oui, on démarre en noir et blanc, en film, 16 mm. Et au montage qui durait des heures et des heures, mais bon, comme maintenant, mais on coupait des morceaux de film. Ce tambour est un des derniers qui existent en Picardie et c'est peut-être une des seules particularités de ce village dont nous allons faire la connaissance maintenant. J'écoute la voix, je me dis qu'il avait des progrès à faire, le petit, là, hein, quand même. Il devait être en début d'études de journalisme. Aujourd'hui, Fontaine semble endormie entre ses champs et ses étangs et la population du village ne cesse de diminuer. Ceux qui restent, des vieux pour la plupart, travaillent encore comme on le faisait autrefois. On s'amusera à noter que pour ses premiers pas de reporter à 22 ans, il avait déjà la fibre rurale. Mais il est bon, là. Là, c'est du cidre qui... Ah oui, des fois, quand on a bu une bouteille ou deux, ça... Hein? Le tango est pas loin, hein? La télé m'a jamais fait rêver. J'ai jamais été fait pour la télé. Je suis arrivé, moi, mon rêve, c'était de travailler au Courrier Picard. Nous sommes à côté du puits où Sylvain est tombé il y a 3 jours. Et à côté de moi, monsieur, vous avez trouvé... C'est vous qui avez trouvé Sylvain. Oui. Comment avez-vous vu qu'il était... Donc l'objectif, le Courrier Picard, et puis un stage, et puis un hasard. Je me retrouve dans les couloirs de l'ORTF Amiens-Picardie, la station régionale de télévision, et un rédacteur en chef à qui il manque un type. Vous faites quoi? Je suis au stage au Courrier Picard. Venez, je vous prends, vous faites de la radio.
Je suis arrivé comme ça, tout à fait par hasard, dans l'audiovisuel. Monsieur le Sidaner, nous sommes dans le jardin que votre père a installé ici à Gerberoy. C'est ça, C'est ça, les charges ont augmenté et les prix n'ont pas à s'augmenter à votre avis. C'est ça. Et cette colonne marque l'extrême limite sud de la région Picardie. Et je suis arrivé à Cognac-Gel le 6 janvier 1975, le jour de la création de la chaîne. Voilà. Je suis arrivé comme reporter à TF1. Alors, à votre santé, messieurs, hein, en attendant qu'il mousse. Salut, joyeuse équipe du matin. Mais où il est, Mehdi? Il est déjà un peu plus de 9h15. J'ai attaqué bien avant parce que Pernaut arrive à 7h30 à la rédaction. L'ensemble des dépêches qui lui sont communiquées par ceux qui ont fait la permanence de nuit. J'ai eu la chance de travailler avec Mourouzi pendant 3 ans. J'ai été son mari le regret de l'époque dans les années 75 à 78. 3 ans avec lui. C'était un animateur d'équipe formidable, un type qui avait un pif sur l'actualité absolument formidable, qui a inventé une télé moderne avec des grands directs à l'étranger, avec un jour, en rentrant dans le bureau, je vais aller à Pékin, Giscard-Eva, il n'y a pas de raison que j'y sois pas. Un direct de Pékin, ça semblait invraisemblable. Donc j'ai partagé cette atmosphère avec Mourouzi pendant 3 ans. Voilà, nous sommes maintenant en mesure de regarder l'ensemble de l'actualité après ce point sur le voyage du Premier ministre. Jean-Pierre Pernaut à Cognac-Gel. Bien d'abord, une nouvelle très importante pour l'Europe. Après une semaine de réflexion, le gouvernement italien... Et me retrouver à sa place, évidemment, ça a été un choc immense pour moi. J'avais déjà été, l'année précédente, j'avais fait son remplacement pendant un mois à l'été. Donc le 13h, je connaissais bien, mais là, on me proposait de remplacer la star. Ça paraissait impensable. Et je raconte toujours que quand j'ai eu Patrick Lelay au téléphone, il m'appelle « Jean-Pierre, voulez-vous remplacer Mourouzi au 13h ?» Et je lui dis « Mais est-ce que vous lui avez demandé ?» Et en rigolant, il m'a dit « Non, je viens de lui dire. » À 13h, donc pour la dernière fois, Yves et Marie-Laure, je vous souhaite une très bonne journée. Et oui, c'était une autre façon de dire bonjour pour cette édition de 13h. En ce jeudi 18 février 1988, tout de suite Marie-Laure, bonjour. Bonjour Yves. Dis un mot quand même, on est en pleine épidémie de Covid, il paraît que c'est plus grave qu'au mois de mars. L'attentat de Vienne, tu vas pas le supprimer et tu as du brognier derrière. Il faut absolument faire un sujet sur la cohue devant les lycées. C'est invraisemblable. La cohue dans les autobus scolaires, cohue devant les lycées, c'est la cohue devant tous les lycées. Ouais, les gamins, ils Cohue, il n'y a pas de confinement. En fait, c'est le petit commerce sacrifié, tout le reste est ouvert. Tout le reste, il n'y a rien de fermé. Ah, tes coiffeurs aussi, hein, ils sont... La directive que m'a donnée la direction de TF1 à l'époque, Patrick Lelay et Étienne Moujotte, c'était de faire un journal plus proche des gens. Jean-Pierre, tu remplaces Mourouzi, tu essaies de faire un journal plus proche des gens. C'était facile à dire, mais je ne l'avais jamais entendu avant. Moi, j'arrêtais pas de râler dans les couloirs, parce qu'originaire d'Amiens, vivant toujours à Amiens et faisant des allers-retours tous les matins, ça m'énervait que les journaux télévisés ne soient que parisiens, institutionnels, parisiens, ne sortaient de Paris que quand il y avait le festival de Cannes, ou le festival de Deauville, ou le festival... Tu le disais déjà... Mais je n'arrêtais pas de râler dans les couloirs en disant, mais intéressez-vous un peu à autre chose qu'à Paris et à l'institution. T'étais un râleur déjà? Oui, j'ai toujours été un râleur, on se change pas. À 13h, Jean-Pierre Pernaut lui reprend le flambeau de l'information. Bonne journée, je vous retrouve cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. 10 gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres pris en otage par un groupe de Mélanésiens. Là, j'étais assis sur une table, comme Mourouzi. Alors ça, c'est le premier journal, avec tous ces photographes qui étaient sur le plateau et qui se précipitaient pour voir qui était ce Jean-Pierre qui dont parlait le Figaro le matin. L'autre événement du week-end, vous le savez tous, c'est Calgary et la médaille d'or de Franck Picard. La première médaille d'or française depuis 20 ans en ski alpin. Et puis, quand même, un petit clin d'œil de l'histoire, c'est que j'ai ouvert ce journal avec la médaille d'or de Franck Picard aux Jeux Olympiques de Calgary. Et Picard, moi, Picard est fier de l'être. Voilà, il y a 2 C à son nom à lui. Mais déjà, je voyais un petit clin d'œil du destin pour me souhaiter la bienvenue au 13h. Je peux te prendre un bonbon? Oui, exceptionnellement. Il faudrait mieux faire un groupe de corps de chasse.
Et faire un générique fin de 45 secondes, joli. Allez, on se planque. On m'a vraiment traité de fou. J'ai subi toutes les critiques possibles et imaginables. En interne à TF1 ? En interne à TF1, en externe dans la presse écrite, dans quelques journaux parisiens, surtout. Comment ça? Alors que les gens chez eux étaient ravis. C'est la première fois qu'on entendait des gens avec l'accent de Marseille dans un journal télé national. C'est la première fois qu'on entendait des chants corses avec un groupe célèbre qui s'appelait Voce di Corsica, qui je crois a été le premier groupe corse dans l'histoire de la télévision française. Il est passé au 13h et c'était un sujet de Miss Elisard. À la fois chanteur et agriculteur, Pedro Gelfucci produit du miel en été et de la farine de châtaigne en hiver. À 13h, on a entendu les accents de toutes les régions, ceux des journalistes comme toi ou ceux des gens qu'on allait interviewer, on entendait les accents. Quand on va sur un marché, on entend des accents. On entend des accents du Nord, on entend des accents du Sud. Et moi, j'adore sentir la France telle qu'elle est. C'est ça qu'on essaie de rendre dans le journal, c'est de raconter la France telle qu'elle est, de raconter la vie telle qu'elle est. Vous en êtes fier de votre accent? Fier de l'accent et du pays surtout. Les Bretons, je connais un peu quand ils parlent à moitié français et moitié breton, qui est français aussi, mais plutôt le breton. Eh bien, je dis, tiens, il dit Dermat, il dit Kenavo, pour moi, c'est un breton. On ne peut pas dire autrement. Hop, j'ai oublié ma cravate. Hop, ta 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 ta. La fierté, c'est pas de battre un record de durée, un record d'audience pendant si longtemps. La fierté, c'est tout simplement d'avoir fait un journal qui me ressemble et avec des équipes qui se sont données à fond pour faire ce journal parce que ce journal me passionne, parce que ce qu'on y voit est parfois magnifique. J'ai toujours porté les sabots. J'allais à l'école en sabots. Je me mettais à la messe en sabots. On n'a jamais froid dans les sabots, le bois est chaud. Il y a des souvenirs frissons en regardant une image. Rien, une image d'un artisan qui travaille avec son regard. Le son nous donne si elle est bonne ou pas bonne. Il y a un son. Une roue bien faite doit tenir debout toute seule. Un journaliste qui s'appelle Alain Darchy nous a apporté des images absolument magiques. Lui, roi de l'aéronautique, roi de l'image aéronautique, qui d'un seul coup tombe amoureux d'un paysan auvergnat. Ils viennent rechercher, je pense, ce qu'ils ont perdu chez eux il y a très longtemps. Et le frisson qui monte. Et là, et hop, il y a Monsieur Boudon qui revient. Monsieur Boudon, tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. Bon. Comme on dit, tout homme qui se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. C'est ce type de frisson qu'on reçoit en recevant des images. Parce que la télé, c'est la beauté de l'image. On a remis ça en avant dans le journal de 13h. La télé, c'est d'abord de l'image. Toutes les choses que je fais, tout ça m'ont été transmises. Disons, il faut que ça continue, quoi. Quand on voit un pingouin qui passe dans une image et qu'on se dit qu'il y a un Bertrand Lachat derrière qui doit lui aussi avoir des frissons en la filmant, cette image, il y a des images qui me reviennent à l'esprit, qui donnent des frissons. Et il y a une passion fabuleuse de tout le monde, là. Et la passion, elle est dans le journaliste. Moi, je la ressens à l'antenne, je la ressens dans la préparation du journal. Mesdames, salut. Confinement dans les... On va voir, elle va t'appeler dès qu'elle... Soit elle te dit ça tient un sujet, soit pas. Comme hier. Ouais. Le premier événement du 13h, ça a été la suppression du direct au Conseil des ministres le mercredi. Et là, on m'a traité de fou absolu. C'est un crime de lèse-majesté de supprimer le Conseil des ministres du mercredi. Donc l'institutionnel, on le met derrière le quotidien des Français. Et c'est à partir de cette suppression du Conseil des ministres qu'on a pu mettre le quotidien des Français en avant. Certains pensent que d'autres journaux télévisés m'ont copié. Ils m'ont pas copié, ils se sont simplement mis dans l'air du temps. L'air du temps, c'est la proximité. Sur les marchés, on sent l'automne arriver doucement. Il y avait une grande fête hier à Saint-Claude, dans le Jura. Les cloches sont parties pour Rome, vous le savez, et les enfants agitent le vendredi saint ces crécelles pour les remplacer.
Nous, on a créé, les premières années, on faisait énormément d'extérieur. À Nîmes, par exemple, quand il y a eu des inondations absolument terribles à Nîmes, petite équipe ultra légère, le lendemain, j'étais en direct à Nîmes, au milieu des secouristes qui distribuaient des vivres et des vêtements aux sinistrés. On était dans la boue avec des bottes. Et les inondations de Nîmes, ça a été quelque chose de terrible. Et après, il y en a eu plein d'autres. Certains ont même tout perdu. Vous avez vu, depuis lundi, dans les différentes éditions de TF1, les images. Je crois que c'est en janvier 1989. Vous faites un direct à Brest pour l'ouverture du bureau de Brest. Alors si c'est pas institutionnel, ça... Non, là c'était un petit clin d'œil. On avait pris l'habitude de faire un direct tous les... Et merde, il l'a vu celui-là. Celui-là, j'en suis pas fier. Alors, je suis revenu dehors où il fait toujours aussi beau en Bretagne. Vous apercevez peut-être la rade de Brest derrière moi avec la dernière information pour nous aujourd'hui. C'est la mise en place d'un correspondant de TF1 à Brest. C'est ça qu'on voulait montrer en allant à Brest faire un direct, c'est de montrer l'importance de ce réseau. Donc on était en partenariat avec le Télégramme de Brest. On ouvrait un bureau à Brest et c'est vrai qu'on a fait un direct sur ce qui, pour moi, était un événement. Dans les anneaux olympiques. Alors on fait un rapide tour de France avec Françoise-Marie Morel. C'est à Lyon et Marseille que le pari est lancé. Dans la préfecture du Rhône, l'actualité a désormais la voix pertinente de Jean-Marie Delot et l'œil habile de Claude Jagé. Les correspondants, les premiers, ont inventé ce métier de correspondant régional d'une chaîne nationale et on a pris 20 ans d'avance sur toutes les autres chaînes à ce moment-là. C'était génial. En même temps, faut que tu belges. Ah bah oui. Là, c'est la zone sécurisée. Bonjour. Bonjour, Madame Rose. Ça va bien? Et toi? À la maison. Nous, on commence bien sûr par les prévisions météo d'Evelyne Delia. Ah, ça c'est... On commence toujours quand même... Ah bah ouais, là aujourd'hui, il n'y a pas des infos majeures d'aujourd'hui, les gens les connaissent. C'est l'attentat de Vienne, donc on peut commencer. On peut commencer par la météo. Oui, encore un temps tristouné, encore un temps tristouné. Point. Les températures continuent à dégringoler. Elle fait tout pour nous contrarier, Evelyne. Pas plus de 11 degrés à Londres. La météo n'ouvre le journal que quand il n'y a rien de très important. Quand vous êtes chez vous, le matin, vous ouvrez vos volets, qu'est-ce que vous regardez? Le temps qu'il fait, sauf s'il y a un événement dramatique dans votre vie. Donc la météo, elle n'ouvre le journal que quand il n'y a pas un événement dramatique. Sur les 7000, elle a dû bien ouvrir 6567 fois. Peut-être, il y a eu 400 événements dramatiques, peut-être pas beaucoup plus dans les 33 ans. Alors pour demain, il pleuvra. La zone de pluie va encore pousser vers l'est, avec de la pluie encore sur la Corse. Je regarde ces prévisions de la météo. De la pluie sur les Alpes. Ailleurs, le temps sera plus frais, un temps variable avec des éclaircies et des averses. Éclaircies plus nombreuses encore sur la moitié ouest. Éclaircies... On avait un ingénieur météo qui s'appelait Larivière, je crois, qui présentait la météo. Et un jour, il n'était pas là, il fallait bien que je prenne la dépêche de l'AFP avec les prévisions du jour, et je cale des soleils, des nuages, etc. Je n'étais pas à l'aise du tout. C'était un peu du bricolage. Ça n'est pas bien gai du tout. L'autre titre de l'actualité, c'est l'affaire Bokassa. La commission d'enquête formée par les magistrats de plusieurs pays africains a donc confirmé dans un rapport de 175 pages les accusations à toutes les mesures qui entourent ce qu'on appelle encore un confinement. Point. Vert. C'est quoi ces gribouillis? 20. Je fais ce que je veux. Mais oui, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, mais là, tu notes une note, là... Non, c'est un tic ou... C'est un tic, quoi. Des produits non essentiels dans les supermarchés, virgule, comme le MEDEF d'ailleurs, Gabriel Orillon. Là, tu veux... C'est l'éthique, quoi, en fait. Non, ça m'occupe les mains, ça me... calme. Il y a des lancements plus difficiles à faire que d'autres? Oui. Les lancements les plus difficiles, c'est quand il y a peu d'informations. Quand il y a beaucoup d'informations, quand il y a une information grave, c'est facile. Il y a une info. Quand il n'y a pas d'info, il faut trouver des formules pour rendre le sujet qui suit intéressant. Mais bon, il arrive. Et de tout temps, j'ai entendu Pernot dire
Si on continue comme ça, on va se planter. Il faut rester sur nos fondamentaux. Il faut aller chercher. Tu as toujours eu peur Oui, c'est la peur de mal faire, c'est la peur de s'être trompé dans les choix. C'est la peur qu'on ne se défonce pas suffisamment. Alors les patrons de TF1 se moquent de moi quand on perdait parfois 0,01% d'audience. Je disais, ah là là, mon Dieu, c'est fini, on est foutu. Donc ils rigolaient en disant, mais non, t'es encore 3 fois l'audience. Ça aussi, c'est ton angoisse qui est un moteur aussi. Ah ben le moteur, c'est d'essayer de plaire à un maximum de gens. Comme tout... On a souvent critiqué, on a souvent brocardé les audiences en disant, attention, il y a la dictature de l'audience, etc. Pour moi, l'audience, c'est le résultat d'un travail. Donc c'est une récompense formidable qu'il y ait une bonne audience sur un journal télévisé ou sur un ensemble de journaux télévisés. Et c'est pour ça que j'ai peur. J'ai toujours eu la trouille. Je me suis jamais senti assis dans un fauteuil. Je lisais des trucs, Pernod, indéboulonnable, le roi du Trésor, sur son trône, etc. J'ai jamais été sur mon trône. On est toujours sur un siège éjectable. Et je l'ai toujours été, journal après journal, depuis 33 ans. C'est vrai, je fais pas attention à ça. J'en fais partout des traits et des lignes. C'est bizarre, hein, j'avais jamais fait gaffe. Ah, Michel, il voit des trucs... Regarde, Michel, il voit des trucs que je ne savais pas, mais sur tous les papiers. Oh, le courrier Picard. Casse-tête de gondole. C'est un bon titre, hein? Non? Ouais. Normal, c'est Picard. À 12 ans, je découpais des dossiers de presse dans Courrier Picard et Paris Match sur la mort de Jean 23 et la mort de Kennedy l'année d'après. Mais dans le village, l'instituteur nous avait fait créer un petit revue locale. Je me souviens d'un de mes premiers papiers, c'était que ça m'énervait qu'il n'y avait de l'éclairage dans les rues que devant les domiciles des conseillers municipaux, dont ma mère. Mais ça me gonflait. Pourquoi est-ce que les gens qui ne sont pas conseillers municipaux n'ont pas d'éclairage et que ma mère, conseiller municipal, a droit à un éclairage? Tu avais 12-13 ans quand tu faisais ces articles? Ouais. Donc ça c'est voilà, pourquoi les conseillers municipaux, il y a une lumière devant chez eux. Ça me gonflait quand j'étais petit. Donc c'est peut-être de ça que vient mon idée d'être journaliste, je sais pas. D'être curieux déjà, en me posant des questions. S'intéresser déjà à quelque chose de quotidien, Mais oui, la vie quotidienne des gens, ça venait de ça. Il y a Macron qui sera à l'ambassade d'Autriche vers 13h. Ouais, bon, ça c'est pour la... Ok. Si on avait fait une belle interview à Verduy, dans la petite école de l'Orne, moi j'ai adoré ce moment parce que c'était vraiment un président qui acceptait de se mettre avec les gens, avec les réactions des téléspectateurs du Trésor qu'on avait enregistrées. Tu vas bien? Salut. On était tranquille, on était dans la nature. Emmanuel Macron, qu'on avait vu avant, était sympa comme tout. Et puis là, avec ses enfants autour de moi avant le journal, c'est vrai que ça détend, ça détend. Avant une interview présidentielle, c'était une autre atmosphère que dans une interview classique à l'Élysée. Moi, je m'assois comme ça. Hein. Est-ce que dans les villes, l'État ne pourrait pas décider, par exemple, d'arrêter, de prendre la décision d'arrêter de fermer les services publics, d'arrêter de fermer les écoles? Il y a encore 300 ou 600 fermetures de classes cette année, 300. D'abord, il n'y a pas de fatalité, il y a une organisation à trouver sur tous les territoires. Emmanuel Macron dans le Trésor n'a pas été le premier président dans le Trésor. Le premier président, ça a été François Mitterrand, en novembre 88, en duplex du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, de la Jeanne d'Arc, pour parler de la politique française de défense. Je l'avais invité, et on était en duplex, et c'est la dernière fois que notre audience est passée en dessous de celle d'Antenne 2 à l'époque, et depuis, j'ai pas recommencé. En fait, une élection dans chaque État. Oui, une élection dans chaque État. Dans chaque État, et chacun sera crucial, notamment en Floride. Et chacun sera crucial, certains, plutôt. Notamment, comme d'habitude, en Floride. Et certains seront cruciaux, parce que chacun ne sera pas crucial. Ceux qui ont 3 voix. Ceux qui ont 3 voix, ils ne seront pas cruciaux. Bon, je vais vous lire. Point. Et chacun sera crucial, notamment, comme d'habitude, en Floride. Point. Attends, si, il y a une relance. Si. Il faut qu'il y ait un texte de base pour que le chef d'édition sache à peu près combien j'ai de temps pour parler, mais là-dedans, j'improvise, je coupe des phrases, j'en rajoute d'autres. Je pense que la question que les gens se posent... Non, oui, Guillaume, tu as raison, Guillaume. La question, c'est très bien. Tu as raison, Guillaume. Voilà. Merci, Guillaume. Tu as raison. Ça arrive pas souvent, hein.
Est-ce qu'on est sûr de connaître... Est-ce qu'on aura... Et c'est mon 18e président des États-Unis, C'est vrai je suis habitué. Aujourd'hui, je vois que tout le monde se passionne pour les élections américaines. Excusez-moi, je pense que les élections allemandes sont plus importantes pour nous que les élections américaines. Et pourtant, on en parle moins dans les médias. Et pourquoi tu n'en parles pas dans le 13h des élections allemandes? Parce que j'ai du mal à en parler, parce que j'ai du mal à en parler aussi. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse moins. Même chose pour les élections chinoises ou les élections russes. Il n'y en a pas beaucoup là-bas. Les élections chinoises, c'est vite fait. Mais pour ce qui est... Donc, quand il y a des événements en Chine, en Russie, en Allemagne, ça intéresse moins que les élections américaines. Une sorte de fascination de la presse française pour les États-Unis. Moi, les États-Unis me fascinent, mais à mon avis, pas dans le journal de 13h. C'est pour ça que j'en parle très peu. Mais on va donner le résultat et on fera le portrait du vainqueur, bien évidemment, pour savoir qui est président des États-Unis. Les règles changent. Point. Interdit d'y acheter autre chose. D'y acheter autre chose que de l'alimentation. Point. Ça concernerait la fermeture des magasins des... Je serai encore contre les petits commerces. Ce sera un faux couvre-feu. Il commence à se mélanger les pinceaux, là. Pour fermer, voilà. Un couvre-feu, c'est tout le monde rentré. Oui. Sauf les gens qui bossent. Oui. Si tu dis on peut aller promener son chien, mais on n'a pas le droit de vendre des tomates, il y a un souci quelque part, c'est qu'on veut s'en prendre aux petits commerces. Ils vont le prendre comme ça, les commerçants. Oui. Après, demain, la seule chose, c'est demain qu'on sait. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant, c'est de se dire qu'à la fois on s'intéresse à la vie des gens, on s'intéresse à la proximité, mais il ne faut pas rater les infos importantes. Et j'ai la faiblesse de croire, j'en ai pas raté des masses. T'es sûr? Oui. Ouais. Au cœur des villages du sud Liban, une patrouille des casques bleus des Nations Unies. Ils surveillent, ils contrôlent. Leur action est difficile dans l'un des secteurs les plus chauds de la planète. Avec eux, nous sommes en direct aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, un journal de 13h très exceptionnel puisque je suis en direct du Liban. Pour y aller, on avait fait un périple extraordinaire. On ne pouvait pas passer par Israël, la frontière était fermée. On ne pouvait pas passer par Beyrouth parce que la ville était à feu et à sang. Et l'aéroport, je crois, était fermé aussi. Donc il fallait qu'on passe par la mer. Donc on est arrivé avec un bateau de la Marine nationale, un hélicoptère qui amenait nos 6 tonnes de matériel. Et on s'est posé sur la base de Nakoura. On a fait le journal en direct de Nakoura pour expliquer un petit peu ce qu'était la situation là-bas. Il y avait encore quelques directs à l'étranger à l'époque. PPDA en faisait beaucoup à 20h. Moi, j'avais fait quelques-uns à 13h. Vers minuit, ils sont des milliers à passer le mur, à passer par ces contrôles que la télévision occidentale peaufinait pour la première fois, à submerger bientôt les gardes frontières qui bientôt ne gardent plus rien. Ah, le mur de Berlin! Ça, c'est le premier grand événement que j'ai vécu. Le mur de Berlin, c'est impensable de vivre ça, de se dire, voilà, c'était la fin d'une époque, le début d'une autre. Là, il y a eu une vraie cassure. Il y avait avant le 9 novembre 89 et après le 9 novembre 89. Et ce jour-là, journal de 13h, après la nuit où Rostropovitch jouait devant le mur avec les gens, avec leurs pioches qui ouvraient, qui s'amusaient à casser, à briser ce mur. Pas s'amuser, enfin c'était une sorte de joie immense d'Allemands qui étaient séparés depuis des décennies. Ce mur qui s'ouvre, et puis une édition spéciale d'une heure au journal télévisé qui a commencé par ça. Aussi, il faut faire une édition spéciale. Ah ben là, c'était la première édition. Marcel Fagias, qui réalise le journal, m'a assuré que c'était la première édition spéciale qui commençait avec ça, qui se terminait avec ça. Il n'y avait aucune autre info dans ce journal spécial. Il n'y avait pas la météo, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait plus rien d'autre. Il y avait Berlin. Ils sont en grève. Point. Tu laisses ça et tu vas... Page suivante encore. Sachez, j'ai déjà dit sachez, non. Sachez qu'il y aura demain matin un nouveau conseil de défense autour du président de la République sur la situation sanitaire et peut-être encore de nouvelles mesures. Il y a 4 ans, presque jour pour jour, la plus grave catastrophe écologique qu'ait connue la planète. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour marquer ce 4e anniversaire, nous allons vous présenter un journal de 13h tout à fait exceptionnel. En effet, ensuite, le deuxième type de frisson qu'on peut avoir, c'est quand on vit des événements importants ou qu'on a le sentiment de vivre un truc fou.
le premier journal occidental dans la zone interdite de Tchernobyl grâce à Françoise-Marie Morel qui travaillait dans mon équipe du 13h, qui avait monté ce faux direct à Tchernobyl. C'était fabuleux. J'en ai encore des frissons de me revoir marcher avec elle dans les rues de Pripyat, cette ville totalement abandonnée au lendemain de la catastrophe. 4 ans après, on était les premiers occidentaux à y pénétrer, avec les herbes folles qui commençaient à pousser. Et 30 ans après, j'ai revu des images récemment. C'est plus des herbes folles, c'est des arbres maintenant, avec des visites qui sont même organisées. Mais au début, être dans cet endroit, qui est d'une ville fantôme de 40 000 habitants, c'est très très impressionnant. Donc ça, c'est un grand souvenir. À l'époque, quand il a été construit, le nucléaire, c'était l'avenir, c'était le progrès. Et puis, il y a eu l'accident, le 26 avril 1986, vers 1h du matin. C'est d'être dans les rues de New York, 3 jours après le 11 septembre, avec de la poussière partout, avec des gens agenouillés dans les rues, en train de prier devant des petites bougies, une caserne de pompiers avec des petites bougies, avec des gens en larmes parce qu'il n'y avait plus un seul pompier vivant. De vivre ça, de partager ça avec l'équipe de TF1 qui m'accompagnait pour enregistrer des plateaux pour le journal du lendemain, le 11 septembre, ça m'a... Là aussi, ça me donne des frissons. Et nous sommes ici à la limite de la zone qui est strictement interdite à tout le monde. Derrière ces rues, des milliers de sauveteurs sont en train de travailler pour déblayer les décombres, pour essayer éventuellement de retrouver encore des survivants. On n'est pas en avance, là? Midi 19, non, il faut qu'à 30 on ait fini parce que à 30 je respire un petit coup, à 45 je me fais maquiller, à 55 je vais sur le plateau, et avant tout ça, il faut que j'aille faire pipi. Voilà. Caroline, Regarde, hein, mais je crois pas que ce soit jour pour jour. la Vésuvie, c'est pas un mois du tout, un mois c'est vendredi. Le bombardement intense dont on n'arrête pas de parler depuis le début va finalement finir par s'abattre sur Bagdad, ce qui crée quand même une certaine psychose. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous, en tout cas malgré tous les risques que vous prenez avec votre équipe, en direct depuis 3h30 ce matin. Et faites attention à vous cet après-midi. On va refermer cette édition spéciale où nous avons mis tous nos moyens pour être aussi complet, aussi précis et aussi prudent que possible. Dans une guerre, il faut faire attention à toutes les informations, à toutes les images. Nous avons fait attention autant que faire se peut. Et je voudrais aussi avoir une pensée, avant de refermer ce journal, pour notre ami Patrick Bourrat, auquel nous pensons beaucoup. Dans ces circonstances, à 20h, Patrick Pavlov, bon après-midi, à demain. Voilà aussi pourquoi l'opération aérienne va encore durer de 1 à... Patrick, il a été écrasé par un char américain qui faisait une manœuvre et malheureusement, il n'a pas survécu. Et c'est vrai qu'on est forcément touché quand on a un copain qui meurt pendant un reportage. Et c'est vrai qu'Abou, qui était pas loin, on lui dit de faire attention à lui parce qu'on sait qu'il y a des risques insensés quand on va se couvrir un conflit de ce type. Moi, j'ai toujours eu peur de la flinguette et je n'en ai jamais fait de ma vie. Je n'ai jamais voulu aller sur des terrains de conflit. Ouais, ça, c'est quelque chose aussi pour lequel tu as du respect. Ah, de respect et admiration, parce que moi, j'ai eu tellement peur de ça que j'ai toujours refusé. Dans mes années reportage, on m'avait proposé parfois de partir sur des guerres ou des conflits. J'ai toujours refusé, j'ai peur. J'ai toujours eu peur, donc si on a peur, on met en danger l'équipe avec laquelle on est, donc j'ai toujours refusé. J'ai toujours admiré profondément toutes les équipes qui vont sur des terrains de conflit, qui sont quand même des situations extrêmement particulières, que je n'ai vécues que de loin, et eux l'ont vécu de près, parfois, en le payant de leur vie. Malgré la crise. Tu l'as refait à chaque fois, la cravate? Bah oui. Combien de fois par jour, hein? Bah, une fois. Je mets la cravate que à l'antenne. En dehors de l'antenne, je ne mets jamais de cravate dans la vie. Les foires au Santon, allez bientôt commencer. Allez bientôt commencer. Elles sont annulées à cause du reconfinement. On est trop long, hein. Cognac G a une particularité, c'est que la rédaction est au 6e, le studio est au 3e, j'ai mis 4 ans à trouver le chemin, je le connais. Faut un quart d'heure. Le journal est dans 10 minutes, vite, hop! Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bien. On rattrape le temps perdu ou pas? Non, mais c'est... Enfin, je ne sais pas. C'est madame qui va nous le dire. Il y a quand même pas mal de boulot, non? Oui, il y a de plus en plus de travail au fil des années. Bah, au début, c'était un peu de peau. Maintenant, c'est un ravalement type la Joconde, quoi, mais bon. Opération ravalement. 47.
J'ai 2 minutes de retard. 5 minutes. Chantal. Je peux pas t'aider parce que je suis Ouais. Donc tu maintiens à tout hasard, pour pas se casser la gueule, on maintient le conducteur tel quel. Et tant pis. C'est bien parti. Bah, vite, je suis pas maquillé. C'est échangé là. Ça compte les minutes là, à cette heure-là? Bah oui. Si tu rates le journal de 2 minutes, c'est quand même un cauchemar. Ça m'est arrivé une fois de rater le journal. On discutait avec la maquilleuse, c'était à Cognac-G. Et d'un seul coup, on entend le générique, on se dit qu'est-ce qui se passe? C'était le journal qui partait, j'étais pas prêt du tout. Et en régie, personne n'avait regardé si j'étais en place, j'étais pas en place. Comment c'est spécial alors? Ben, y a eu un petit noir à l'antenne. La régie finale a repris l'antenne pour passer une bande-annonce. Le temps que j'arrive, que je me mette en place, on a relancé le générique. C'est un moment de calme un peu. Ah ouais. Il y a le journal qui repasse dans la tête, mais c'est un moment de tranquillité. Sauf quand vous êtes là. A tout de suite. Quoi? Mais là on voit pas, on voit rien. Bonjour. Ça va? Tiens, viens. Allez. L'ambiance à Cognac-G, c'était... Bon, on savait qu'on était dans le lieu mythique de la naissance des journaux télévisés. Jean-Pierre, tu m'entends? Alors tu ouvres avec les garagistes, c'est beaucoup mieux. Mesdames et messieurs, bonjour. Le week-end sera chargé sur les routes avec des départs et des retours de vacances. Et regardez tout de suite les prévisions météo d'Alain Gillot-Pétré. Un peu de pluie et de nuages sur le nord-ouest cet après-midi. Mais ailleurs, ce sera du beau temps avec des températures très agréables. Le week-end s'annonce en tout cas chaud et orageux. Et donc ça faisait curieux d'être là-bas. Et quand on a quitté Cognac-G, on avait tous vraiment le cœur serré parce que c'est pour moi la télé, pour nous tous qui étions dans la télévision depuis longtemps, le Cognac-G c'était là que se faisait la télé, pas ailleurs. On l'avait connu en noir et blanc, on l'avait vu arriver en couleur. Et puis là on allait vers un monde inconnu, Boulogne-Billancourt, vous vous rendez compte, c'était au bout du monde. 3 minutes, Jean-Pierre. On lui ramène au micro là-bas. Pourquoi on fait pas un off New York avant? Enfin, les Américains ont déjà voté. C'est les images. Oui, monsieur. Il y a toujours de l'intensité quand on arrive sur un plateau ou pendant le journal, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. C'est ça le grand bonheur de ce journal. J'en ai fait 7000 de journaux à 13h, 8500 depuis le début de ma carrière. À chaque fois que tu arrives sur un plateau, le travail est terminé, le travail de préparation, etc. Et le seul intérêt de l'antenne, c'est les mystères. Il peut y avoir quelque chose à tout moment, une information qui te tombe dessus, un sujet qui n'est pas prêt, quelque chose à modifier. Donc on doit toujours être concentré pour se préparer au pire, finalement, à devoir improviser pendant 5 heures derrière si un événement considérable se produit pendant le journal. Il faut qu'on enchaîne, donc il faut être concentré pour ça. Et quand je suis pas concentré, je bafouille. Une carte de 80 cm. Plusieurs salles d'horizon. Tu parles des interpellations en vadoise ou pas du tout? Je le mets en annulé hier, dernière soirée avant le confinement. Mesdames et messieurs, bonjour, une édition spéciale de ce journal de 13h, car il y a un peu plus d'une heure, il y a eu un épouvantable attentat dans le centre de Paris, dans le 11e arrondissement. Un attentat, une fusillade. Une fusillade d'abord, un attentat. Il y aurait des victimes, c'est à Charlie Hebdo. Il y a beaucoup de victimes. Et tout ça se découvre au fil du journal, où on est en direct tout de suite et où on essaie de comprendre ce qui se passe et où on découvre l'horreur. Tous les leaders historiques de Charlie Hebdo tués ce matin dans cet attentat dont je vous rappelle le dernier bilan, 12 morts, 4 blessés entre la vie et la mort. C'est la première fois qu'il y avait, à ma connaissance, une horreur comme ça qu'on vivait et qu'on a vécu en direct dans le journal. Cela ne fait aucun doute. Fin de cette édition spéciale. On parlera du reste de l'actualité une autre fois, demain. Ce soir à 20h, Gilles Boulot. Bon après-midi. Et à la fin du journal, tu dis ça, tu dis... Puis bon, on parlera du reste de l'actualité une autre fois. On n'en peut plus. Mais oui, il n'y avait plus rien d'autre. On n'avait plus envie de parler d'autre chose.
Bien évidemment, on était horrifiés par ce qui s'était passé, on était inquiets par la suite de ce qui arrivait. Bon, et je pense que tous les Français étaient horrifiés aussi en voyant tout ça. C'est l'horreur qui nous tombe dessus. Tu croyais jusque-là que des journalistes étaient intouchables? Même s'il y a de tout temps des journalistes qui ont été tués sur des conflits, y compris des journalistes de TF1 qui ont été tués. Il y a eu Scopan, il y a eu plein de trucs horribles, touchant des journalistes qui prennent des risques et qui se prennent des bombes dans la figure en allant tourner à Beyrouth ou ailleurs, ou en Irak. Mais là, des journalistes qui sont dans leur bureau, qui se font assassiner parce qu'ils sont journalistes, je pense que ça nous a tous profondément marqués, touchés. On se croit parfois intouchables, les journalistes, et bien depuis ce jour-là, on ne l'est plus. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui a fait qu'on a tous été extrêmement marqués par ça, plutôt que par tous les autres attentats qui ont pu avoir lieu avant. De paysages empruntés. Le geste est avant tout symbolique. Depuis vendredi, ce coiffeur est resté ouvert. Ensuite, une protestation. C'est la forme de rébellion. Il s'oppose fermement à la fermeture des petits commerces et des coiffeurs et ainsi de suite. On est à Sanary, lauréat, vainqueur du concours de l'élection du plus beau marché de France. Il y a énormément de monde autour de nous. Vous pouvez faire un peu de bruit, vous avez gagné. Vous pouvez dire que vous avez gagné. Dans un instant, je vous donnerai... Vous êtes allé faire pour le plus beau marché, la victoire de Sanary au plus beau marché, où là, on avait Pernod en rockstar. C'est gênant. C'est gênant de vivre ça, c'est-à-dire de vivre cette popularité qu'on peut avoir. Moi, je ne m'en rends pas compte. Je vous dis, je vis normalement, je fais mon travail le plus normalement possible. Quand j'arrive quelque part, je me présente toujours. Bonjour, Jean-Pierre Pernaut. Généralement, les gens éclatent de rire, je ne comprends pas pourquoi. Et il me dit, bon, vous regardez tous les jours, monsieur Pernaut. Ça m'a toujours surpris. Donc, moi, je me présente par politesse auprès des gens. Donc, ça m'a surpris, cette popularité. C'est vrai, quand on arrive à Sanary-sur-Mer et qu'il y a des 10 000, 20 000 personnes qui sont en train de m'acclamer, de m'applaudir, qui me demandent de toucher leur bébé, de faire une bise à la grand-mère. C'est là qu'on se dit, il y a un truc. Mais il y a une popularité, il y a 5 ou 6 millions de gens qui regardent tous les jours, qui sont contents de me croiser. C'est surprenant, c'est surprenant. Ça m'est arrivé aussi à Sainte-Mère-Église. J'ai vu qu'à tout préparer avec nous, merci aussi. Donc quand on se trouve au milieu d'une foule comme ça, en rockstar, comme tu dis, c'est le cas. C'est la popularité, le succès du journal, la durée aussi. Je suis comme un vieux meuble dans une maison, on l'aime bien. Ouais. Puis après, quand on enlève le vieux meuble, on s'aperçoit qu'il n'était pas indispensable. On se dit, tiens, on aurait pu l'enlever avant. Ouais, mais le vieux meuble, on laisse on t'applaudit. Oui, non, mais... 30 secondes. Un mot aussi d'Alsace dans l'actualité. On vous avait parlé il y a quelques jours du choix. Pour l'instant, on revient à l'actualité des régions. D'abord en Provence, avec encore une détresse. J'ai la chance de ne pas utiliser de téléprompteur. Donc ça me permet de ne pas être bloqué en lisant un texte. Le prompteur, ça quelque chose qui casse l'émotion. Donc on lit un texte, on n'a plus d'émotion. Quand on n'a pas de prompteur, on peut être dans l'émotion. Moi, je vis le journal comme si j'étais chez moi et que je regardais un journal télévisé. Donc j'essaie de partager de l'émotion. Pas parce que je veux partager l'émotion, c'est parce que je découvre des reportages et je ressens des choses. Et quand je ressens des choses, forcément, ils se ressentent à l'antenne. Alors des gens disent « Ah, Pernaut, il a une mine comme ci, une mine comme ça ». Mais oui, parce que j'essaie de vivre le journal tel qu'il se passe. Il n'est pas froid, c'est pas un lecteur de texte, sinon ça n'aurait aucun intérêt de présenter un journal. Ça coûte 300 millions d'euros chaque mois à la sécurité sociale. Depuis 3 semaines, on le sait, tout le monde le sait, et rien ne change. Des petites routes limitées à 110, des 4 voies très larges limitées à 50. On interdit les rassemblements de plus de 10 personnes ici et là, mais on autorise un match de rugby avec 10 000 spectateurs. Et on redit qu'au Danemark, où on est passé de 80 à 90 km/h, le nombre de tués a baissé de 13%. Ce qui me gêne, c'est qu'on parle de temps en temps, on dit « Oh, Pernaut a encore piqué un coup de gueule ». C'est-à-dire que dès que je dis un mot, ça devient un coup de gueule de Pernaut contre le gouvernement. Bon, des gouvernements, j'en ai eu 25. En 33 ans, j'ai eu 25 gouvernements formés, déformés, changements. Je me moque éperdument, je ne suis pas un relais de pouvoir, donc que les gouvernements passent ne me préoccupe pas. 6 élections présidentielles, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de raconter la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit.
c'est d'essayer de traduire des événements pour des gens, et quand des événements me paraissent aberrants, de dire que c'est aberrant. C'est mon métier de journaliste aussi. 39e jour, 13 heures à la maison, en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français. Ça, c'était chez moi. Ça, c'était 13 heures à la maison. Il faisait un temps superbe, donc j'étais bronzé, confiné, donc bronzé dans mon jardin. Mais pas content, ce jour-là. Je vous raconte tout. Ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Et c'est aussi ce que tu appelles le bon sens, qui est quand même parfois ton bon sens. Ah bah oui, le bon sens, il est forcément le bon sens de quelqu'un, donc c'est le mien. Bah oui, c'est bon. C'est bon sens. C'est des remarques de bon sens. Je fais très attention à ne jamais faire de remarques de bon sens sur la vie politique elle-même. Là, je m'en méfie comme de la peste. Je ne fais pas de remarques sur la vie politique. Elles jamais. ne sont pas directement politiques. Mais elles sont jamais politiques. Quand je dis que les 80 km/h font chier le monde en région, c'est pas de la politique, c'est de la vérité de la vie. Donc c'est pas de la politique. Et quand tu dis, par exemple, en 2004, sur les panneaux de signalisation, pour qu'une règle soit respectée, encore faut qu'elle soit respectable. Mais pour qu'une règle soit respectée, encore faut-il qu'elle soit respectable, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des villes de France et sur les routes françaises. Il y a bien des choses à faire. Ah oui. Oui, non, mais c'est pas de la politique de dire que pour qu'une règle soit respectée, il faut qu'elle soit respectée. C'est une remarque de bon sens. Quand vous avez une autoroute à 4x4 voies qui est limitée à 50 km/h et une petite route de montagne très sinueuse qui est limitée à 90, on se dit qu'il y a un problème dans les panneaux. Donc respecter les panneaux, c'est bien, mais si la règle était respectable, on la respecterait. 10 secondes. Il faudrait prendre de nouvelles mesures de concernant. Avant de retrouver vos téléfilms de Noël, on va se quitter, nous, avec une petite pensée pour les chasseurs. Musique symbolique pour eux en ce jour de Saint-Hubert, qui est leur saint patron. Bonne fête aux chasseurs. Bon après-midi. À demain. J'avais dit, il faut une musique de corps de chasse. On me dit, oui, on en a. On a des chiens avec des mâches. La vénerie, c'est le truc le plus contesté. Il fallait surtout pas le faire. C'est la musique. C'est les corps de chasse, sont magnifiques. C'est une musique qui évoque la Saint-Hubert. C'est pas du tout la vénerie. Bon, ça en fait partie, mais c'est symbolique. C'est pas bien. C'est une erreur. C'est maladroit. De temps en temps, je pique des gros coups de gueule parce que quelque chose n'a pas marché et parce que j'ai eu peur. Quand je pique un coup de gueule, c'est parce que moi, j'ai eu peur. Donc, puis après, on va boire un coup ensemble et tout va bien. Donc voilà, je suis... Et tu as ce caractère quand même impulsif, un peu colérique parfois. C'est pas de la colère, c'est de la trouille en fait. Je pense que quand on est comme ça, quand on est... le journal, c'est un peu mon bébé, c'est quelque chose que je ressens. Aujourd'hui, principalement, il y avait beaucoup de monde. Peut-être que les grandes surfaces restent ouvertes et par contre... Et tu dis ton bébé? Oui, un peu, oui. C'est un peu parce que le 13h correspond à mon état d'esprit. Ou est-ce que mon état d'esprit est devenu celui du 13h? Ou est-ce que le 13h, c'est ça qui a inspiré? Je ne sais pas du tout. Est-ce que le 13h est inspiré par mon état d'esprit? Ou est-ce que c'est le fait d'être au 13h que mon état d'esprit a changé? Je ne sais pas. Je pense que je suis resté toujours le même et que je me suis toujours intéressé un peu aux mêmes choses, à la vraie vie. Les deux se sont un peu nourris. Les deux se sont nourris, justement, parce que j'ai une vie normale. Donc, comme je vis un peu comme tout le monde, j'essaie de raconter ce que je ressens aussi dans le journal. Et donc, ce journal était chaud, donc c'était avec pas mal de nouvelles en Autriche, aux États-Unis, en France aussi, avec... il y a une image drôle. Regarde Evelyne qui fait le ménage. Mais oui. Il faut savoir tout faire, Evelyne. Il faut, exactement, tu vois. Non, mais ça, ce sont les mesures sanitaires. Et donc, avant de toucher, pour pouvoir ajuster au bon endroit, là, j'ai pas encore la bonne image de tout à l'heure pour la météo. Et ben voilà, là voilà l'image. Donc, regardez, hop, je suis dans le champ. Hop, j'y suis plus. Et super. Ah, ça me surprenait. Je t'ai laissé des micros là-bas et l'oreillette. Dans un instant, la météo estivale d'Evelyne Delia. Et puis, comme les grandes vacances commencent ce soir, on voulait terminer en guise de générique par un clin d'œil à une chanson éternelle qu'on fredonne encore, en tout cas les plus vieux. L'école est finie, c'est pour ce soir. Bon après-midi, à demain.
En guise de générique, la chanson que vous allez avoir en tête tout l'après-midi qui va vous rappeler bien des souvenirs pour ce premier jour des grandes vacances. Le début des grandes vacances, on chante la même chanson depuis 1963. Un petit clin d'œil à Sheila qu'on embrasse. 14 juillet. Quand on tire sa cravate, on termine toujours le journal de 13h avec quelqu'un, tous les ans. Vous la reconnaissez, 1963, l'école est finie, Sheila. À bientôt, bon après-midi. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons Je sais pas comment je serai le 18 décembre. Je pense que je serai pas très frais. Tu seras pas très frais. Ah non, je pense que je serai pas très frais, mais bon, il y aura les copains derrière, donc tout ira bien. Ouais. Mais c'est un moment important dans ta vie. Oui, c'est un moment important, parce que tu peux pas consacrer 33 ans de ta vie à un journal qui est devenu ton bébé, où on t'a fait confiance, où on t'a donné tous les moyens pour faire un bon journal, en créant des correspondants en région, en envoyant des équipes au bout du monde faire des magazines, en racontant la vie telle que j'avais envie de la raconter, avec le soutien permanent des patrons de TF1. Et puis voilà, ça a été un bonheur immense. Ouais, et glissez en 3 temps sur les risques. Plateau. Ça a été dur de retrouver tous ces documents. On a été aidé par tous les gens des services de documentation ici qui sont qui connaissent bien ces images. Et puis on a un peu redécouvert ces images. Et puis bon, on en a vu beaucoup, on n'a pas pu les voir toutes. Merci les vieux d'être venus avec nous. J'ai que 2 verres. Celui-là est pour Monsieur Mourouzi. Il me reste à vous souhaiter beaucoup d'émissions. Merci mon cher Yves. Je ne sais pas si je resterai 13 ans, mais on va essayer. Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une page spéciale consacrée au 10e anniversaire de cette édition de 13h et nous en sommes fiers. Vous savez que je suis heureux d'entamer aujourd'hui une 21e année avec vous dans cette édition de 13h. Passion de mon équipe, passion de la rédaction et de nos correspondants en région. Je vous ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, je fêtais mes 25 ans de présence au journal de 13h. Ça fait un bail. Depuis 30 ans, on plonge tous les jours avec bonheur dans l'histoire, le patrimoine, les racines de nos régions. Et bonne vie et repos n'ont jamais tué personne. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes en direct à Berlin. En direct avec les équipes de TF1 pour une page spéciale dans quelques minutes afin de comprendre l'importance réelle pour nous Français et pour tous les Européens de ce qui s'est passé la nuit dernière. C'est qu'à partir du mois de janvier, s'il y a un événement, j'aurais pas à me demander comment je le traiterai demain, c'est pas moi qui le traiterai. Donc je m'intéresserai aux événements, mais sans avoir cette obsession de se dire comment est-ce qu'on va traiter un événement. Et c'est ça qui va me manquer, c'est le fait d'essayer de vivre l'actu par rapport à un journal de 13h. Comment on va parler de tel ou tel événement? Est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'il est intéressant? C'est pas la présentation qui manque, c'est la préparation du journal et c'est les contacts avec les équipes qui font les reportages. Parce que si on enlève les pylônes électriques, on arrive à avoir une fin qui est bonne. Et ça, on peut le passer demain, c'est pas urgent. Et tout le reste est urgent. Là. Ce qui va manquer, c'est des grands événements spéciaux. Je me souviens de la mort de Johnny Hallyday. Moi, en plus, je suis un fan de Johnny Hallyday. Quand on apprend la mort de Johnny Hallyday et que le patron de l'information dit « Jean-Pierre, tu pars à l'antenne, on fait une spéciale, on verra bien quand on arrête », je crois qu'on a arrêté 7 heures après, là, c'est magique. Nous non plus, on ne l'oubliera jamais. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, car vous le savez, TF1 rend hommage à Johnny Hallyday depuis 5 heures ce matin, depuis que nous avons appris sa mort cette nuit à Marne-la-Coquette. Là, on doit essayer d'exprimer des sentiments, une histoire, connaître l'histoire de Johnny, lancer des chansons, lesquelles, comment, avec une régie derrière qui va vous accompagner, avec des invités. On vit cet événement. Alors ça va me manquer de ne pas vivre ce type d'événement en étant le médiateur. Bon. Tout à l'heure, on l'avait beaucoup vu pendant la première guerre du Golfe. Certes, il était toujours actif. Et une édition spéciale exceptionnelle. C'est extraordinaire. Vous avez vécu, peut-être participé. Mais pour que l'aventure ne se termine pas trop mal, il faut prendre... Tu me désarçonnes avec tes questions à la con. C'est pas des questions à la con, c'est que j'ai l'impression que tu pars en vrac et tu sais où tu veux aller. Non. Et moi, t'as vu, je te suis. Hein. Les obsèques de Yasser Arafat dans la fête de la transhumance. On avait cette image pour nous réchauffer quand même, celle des préparatifs
du carnet. Avant de vous quitter, une dernière image, celle de la traditionnelle migration. Je sais pas que t'avais regardé autant d'images que ça. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui t'intervieweront avec une connaissance aussi pointue. Ah non, ça c'est... Et le 22 décembre 2003, quand le dernier journal qui se termine par tel truc... Putain! On connaît l'attachement de tous aux instituteurs de campagne. Eh bien, à Capelle-Quingey, en Moselle, donc, l'instituteur était là depuis 33 ans. Il prend sa retraite. Ouais, un reportage bien émouvant. On pourrait faire C'est une page du livre qui est en train de se tourner. Ce sera un autre épisode après. La sagesse de Monsieur Boudon. C'est quelque chose, Monsieur Boudon. Clap de fin. JP Pernaut, clap de fin. Salut.